Mesdames et messieurs, nous proposons donc de procéder donc à l'inauguration de ces deux systèmes dans le cadre du contrat de plan État-Région. Et donc la parole, sans plus attendre, à Jean-Michel Canto, qui est le responsable de la recherche à l'Université Paul Valéry de Montpellier 3. Bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'Université Paul Valéry de Montpellier 3 pour cette inauguration qui nous réunit à nouveau pour cette nouvelle tranche du CPER autour du projet CEPS. Avant toute chose, merci à tous les participants et merci à Mme Marion et à M. Périgaud qui sont venus représenter la métropole et l'État parmi nous aujourd'hui. Et merci également à beaucoup d'acteurs de ce projet CEPS, Grégory Nido, bien évidemment, qui a porté ce projet, mais aussi à l'équipe qui l'entoure, Jérôme Maître qui est dans la salle. C'est l'état de service de l'établissement, l'Université Paul Valéry Montpellier 3, dans la mesure où eh bien, nous avons collaboré pour mettre en place cette plateforme CEPS avec des collègues de la DRED, la direction de la recherche et du doctoral, des collègues de la direction de l'innovation, des collègues également de l'AGI, affaires juridiques, des collègues de la DSIN, à savoir de services informatiques, des aides numériques, et je dois oublier quelqu'un, je me dis confusément que j'ai dit ça, c'est bon. Bon voilà, donc en tout cas c'est un projet collectif, même si porté par une personne, par le professeur Nido ici présent, et c'est un immense plaisir que d'ouvrir, de célébrer cet événement aujourd'hui. Alors ce projet CEPS, cette plateforme CEPS nous tient tout particulièrement à cœur. Votre micro là, oui. Il marche? C'est à vous de me dire, oui, vous l'entendez? Oui, ça va manifestement, oui. Mais je peux me rapprocher, il marchera mieux encore peut-être. Comme ça irait? Non, voilà, parfaitement. Donc, c'est un immense plaisir, un immense honneur de vous accueillir ici. Dans les deux, vous connaissez peut-être. Et tout ça pour vous dire que c'est un projet collectif, c'est là que j'en étais effectivement, très collectif, porté par l'établissement, mais qui fait appel à des tas de partenaires, qui sont des partenaires extérieurs. Et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un projet qui est au carrefour de diverses disciplines. Donc je crois que l'interdisciplinarité, ça caractérise très très largement la plateforme CEPS. Vous savez que c'est une plateforme autour des interventions non médicamenteuses, et ça signifie que c'est une plateforme, c'est un projet qui a permis de faire se rencontrer et faire collaborer des collègues venant de disciplines tout à fait différentes. Et c'est donc une interdisciplinarité au sens extrêmement large qui est pratiquée à travers ce projet CEPS. Bien sûr, il y a eu besoin d'informaticiens, de spécialistes de l'informatique et du numérique. Nous avons eu besoin de psychologues, nous avons besoin de tas de personnes qui sont venues prêter main forte. Et ce projet CEPS, c'est un projet qui fait appel également à des compétences d'historien. Je vois qu'il y a une historienne au fond de la salle, spécialiste de la pharmacopée à l'époque classique, qui est intéressé par le projet. Je sais bien évidemment qu'il y a des tas de psychologues qui sont très très présents sur ce projet-là. Il y a également des collègues de sciences d'éducation qui sont très intéressés, très très près par ce projet-là, parce que le non médicamenteux, ça veut dire aussi la prévention à l'état d'égard, et qu'effectivement ça signifie des stratégies de prévention et de collaboration dans les établissements d'enseignement secondaire, voire primaire. Et il y a aussi des collègues d'Infocom et d'Infodoc, essentiellement, qui sont très intéressés par tout ce type de projet. Donc voilà, ça ramène, ça fédère des tas de personnes, et je pense que c'est un point essentiel. C'est aussi la raison pour laquelle un projet interdisciplinaire de ce type, c'est un projet qui, à l'avenir, sera vraisemblablement porté par une structure qui a une vocation interdisciplinaire. Et l'Université Paul Valéry Montpellier 3 a accueilli ce projet et cette plateforme avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de dynamisme, je dirais. Mais effectivement, une structure comme la MSH, la Maison des sciences de l'homme, à la Sud, pourrait être une structure qui pourrait accueillir ce type de projet, dans la mesure où la mission de la MSH, c'est effectivement de faire fonctionner les projets interdisciplinaires. Et je crois que ce serait une belle occasion de travailler de manière interdisciplinaire, collectivement, sur la place montpelliéraine et au-delà, à travers un projet de ce type. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est le fait que ce projet CEPS, cette plateforme CEPS, elle est au cœur des problématiques liées à la science ouverte. Alors, vous savez que nous avons une proposition très très forte autour de la science ouverte. Vous savez que effectivement le plan S, la séparation de la ministre l'année dernière, à nous 2018 déjà, nous amène à nous orienter de plus en plus vers des
stratégie, de dispositifs liés à la science ouverte. Alors avec le CEPS, la plateforme CEPS, bien évidemment, on met en commun, on ouvre, on rend disponible non seulement des produits de la recherche, mais aussi des données de la recherche. Et je crois que le CEPS doit être conçu comme un dispositif qui véritablement permet la pratique, le développement et aussi la stabilisation de cette science ouverte. En tout cas, on ne pourra pas faire sans le CEPS pour développer un projet d'établissement, mais aussi un établissement sur la science ouverte dans le domaine des interventions non médicamenteuses et dans le secteur médical. Bien, c'était essentiellement ces deux points-là que je souhaitais insister pour vous accueillir. Merci encore de votre présence. Bienvenue dans ces établissements. C'est un immense plaisir de vous voir aujourd'hui. C'est un immense honneur, effectivement, de lancer ce dispositif. Il y a un gros travail d'équipe derrière, une fois de plus. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est voilà, le produit de multiples collaborations, d'infinies réunions, de nuits blanches, de week-ends passés à monter des projets, mais d'une belle collaboration humaine, avant toute chose. Merci infiniment. C'est effectivement une grande collaboration humaine. Nous avons même des collègues canadiens ici de Montréal, Kim Lavoie et Simon Bacon, qui sont là. La plateforme CEPS, c'est 120 personnes, et c'est vrai que cette interdisciplinarité soulignée par Jean-Michel est quelque chose d'essentiel. On a vraiment insisté sur le fait qu'en regardant à plusieurs spectres ou à plusieurs façons, en tout cas un objet aussi complexe que les interventions non médicamenteuses, on peut en sortir de belles choses. Et la ville de Montpellier et l'agglomération de Montpellier, qui est devenue une métropole pour les Canadiens, c'est une grande ville qui a été et qui s'est inspirée beaucoup de ce travail de recherche sur l'interdisciplinarité. Donc je donne la parole à la représentante recherche de la métropole de Montpellier-Méditerranée, Madame Chantal Marion. Merci beaucoup, Monsieur Nino. Je suis ravie d'être là. Vous le comprenez, hein, comme d'habitude. C'est pour moi très important parce que on a œuvré ensemble dès le départ et depuis longtemps sur ce travail. Et c'est ce travail collaboratif qui est important. C'est comme ça qu'on fonctionne sur la métropole de Montpellier, cet écosystème, qui soit universitaire, qui soit start-up, qui soit entreprise, qui soit comme moi élu. Hein. Mais si vous voulez, on n'oublie jamais d'où on vient. Effectivement, je viens de l'université, j'ai travaillé toute ma vie en tant qu'universitaire. Il était pour moi incontournable, parce que la métropole a eu la compétence, justement, université, recherche et développement, d'accompagner au niveau des CPER, évidemment, cette plateforme qui pour nous est incontournable. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux aspects principaux. C'est tout d'abord le côté, évidemment, numérique. J'étais entre midi et deux au départ des entreprises du BIC qui quittent le BIC, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'en aillent. Sachant que ces entreprises qui quittent le BIC ont un taux de pérennité de 84,9%, largement supérieur de celui de la moyenne nationale. C'est pour nous un indice très important. Et ensuite, évidemment, ce numérique, on leur donne des genres de diplômes quand ils partent, il y a 12% qui sortent justement de l'université. Notre matière grise, avant, elle partait à l'extérieur. À l'âge que j'ai, je peux le dire. J'ai beaucoup de mes étudiants qui sont hors de la métropole, hors de Montpellier. Et ce genre de travail que nous faisons en collaboration maintenant depuis longtemps, depuis quelques années en tout cas, fait que notre matière grise, on peut la garder ici. Elle part, évidemment. Elle peut partir au Canada. J'ai beaucoup d'entreprises qui partent au Canada, où nous avons un travail d'accompagnement au Canada, parce que le Canada accueille les entreprises et leur fait des propositions mirobolantes. Mais, si vous voulez, le Canada, c'est comme la France, finalement. Mais ils reviennent toujours. Et ces collaborations sont importantes, parce qu'elles nous permettent justement d'œuvrer à l'international en conservant quand même notre matière grise ici. Alors évidemment, M. Nino, on n'est pas seul, hein, il y a le vice-président ici, le président de l'université Paul Valéry, et puis M. Christian Pericot, avec qui nous avons travaillé à l'université également. Et ce travail, avant d'intervenir, on parlait ensemble du futur CPER, parce qu'il est là, le futur CPER. Et c'est tellement important pour les universitaires, tellement important pour les chercheurs, chercheuses et chercheurs d'ici présents, de savoir qu'ils vont être aidés, soutenus financièrement, parce que qu'on le veuille ou non, c'est le nerf de la guerre. Alors la métropole a travaillé, vous le savez, et a évidemment soutenu au niveau du CPER la plateforme, aussi bien le projet Montréal que le projet Neri ou Nicher, mais nous allons continuer là-dessus, si c'est faisable. Ça, c'est évidemment pas moi qui le décide, mais en tout cas, c'est un vœu très cher que je formule, parce que ce genre d'intervention que vous faites me touche particulièrement. Moi qui ai enseigné pendant des années
la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, et je faisais rigoler tous les grands chercheurs et médecins de l'université. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que on est d'accord, hein, l'interaction médicamenteuse, après tout les médecines complémentaires, etc., ça a un sens. Moi je suis ravie que les mentalités changent. Vous avez porté cela à un haut niveau du numérique et également de la recherche. Et sachez que la métropole, et Philippe Sorel, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, on vous soutiendra, quoi qu'il en soit, de l'avenir. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Mon équipe. Donc un contrat de plan État-région, un CPER, hein, pour les Canadiens en particulier, on a plein de mots comme ça. Donc le contrat de plan État-région, c'est effectivement non seulement une métropole, mais également l'État. Et l'État nous a évidemment énormément aidé dans cette plateforme. Donc en la présence de monsieur Christian Périgot, la D2RT, qu'il va traduire lui-même, puisque c'est encore un nouvel acronyme. Merci d'être là. Merci, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. D12RT, ça veut dire Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie. Voilà, vous êtes beaucoup plus avancés maintenant. Peut-être savez-vous que commencer dans une longue description de l'organisation de l'État en France, mais donc ça pourrait être assez intéressant et informatif, mais chaque ministère a une représentation qui est régionale. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne faisant rien comme les autres, il en a deux, évidemment. Il a sur la partie enseignement supérieur le rectorat et sur la partie recherche et innovation la D2RT. Voilà, c'est une représentation régionale, donc à l'échelle de l'Occitanie, qui a dans son portefeuille notamment les organismes de recherche, mais également les politiques publiques en matière d'innovation, crédit impôt recherche, statut de jeunes entreprises innovantes, etc. Je ne vais pas développer plus ça, mais la D2RT par contre aussi, c'est un mot que vous avez beaucoup entendu, enfin un acronyme que vous avez beaucoup entendu, CPER, effectivement, a été mandaté dans le cadre du CPER 2015-2020 qui nous intéresse aujourd'hui, pour effectivement analyser, instruire et faire des propositions au titre de l'état d'investissement sur les projets d'équipement scientifique, le volet recherche de ce CPER. Effectivement, je rejoins là les analyses qui ont été faites. Le CPER, c'est un cadre de partenariat privilégié, évidemment, entre l'État, la région et les collectivités infrarégionales, pour investir dans l'avenir et catalyser ici les investissements. C'est bien ça que nous sommes aujourd'hui en train de faire à travers cette inauguration. Effectivement, on investit dans l'avenir. En soutenant un certain nombre d'équipements scientifiques et de projets de recherche, on a bon espoir que ces dernières puissent apporter une connaissance fondamentale, une connaissance qui peut être ensuite transférée vers le milieu de l'entreprise et évidemment vers le monde socio-économique, mais aussi évidemment vers l'ensemble des citoyens. À ce titre-là, effectivement, l'utilisation des interventions médicamenteuses fait partie effectivement du quotidien de chacun, et évidemment occupe une place très importante. Pour vous donner quelques chiffres sur ce qu'a été le CPER, qui va se terminer donc l'année dernière, mais qui se termine ici dans le cadre de la plateforme CEPS, c'est à peu près 150 millions d'euros partagés entre le Conseil régional et l'État. C'est quand même pas rien. Et auquel est venu abonder également d'autres collectivités, en particulier la métropole de Montpellier. Je remercie Mme Marion ici présente ici, pour un investissement à peu près autour de 15 millions d'euros. Ça concerne donc à la fois l'immobilier universitaire, et je crois que le bâtiment qui nous héberge aujourd'hui a pu bénéficier effectivement de ce type de financement, et comme nous l'avons dit, donc des équipements scientifiques. Sur la plateforme CEPS qui nous intéresse aujourd'hui, on était il y a quelques mois, en 2018, déjà rassemblés pour inaugurer le premier élément, le système Montréal, le métamoteur de recherche et de publication. On va inaugurer aujourd'hui, si j'ai bien compris, les deux autres éléments du puzzle qui permettra effectivement à cette plateforme de pouvoir disposer également d'une base de données et d'un annuaire mondial des acteurs qui travaillent dans le domaine. Je vous laisserai détailler ce qu'il y a derrière. Ce qui est assez intéressant au niveau de votre université, Monsieur le Vice-Président, c'est qu'effectivement, depuis le précédent CPER, on voit très clairement une volonté de faire en sorte que les outils numériques soient de plus en plus pressants, aussi bien au service des étudiants et des usagers, des personnels de votre établissement, que de la formation et de la recherche. C'est vraiment, me semble-t-il, un fil rouge très important.
CEPS en est un élément, hein, mais on pourrait aussi citer, au titre des humanités numériques, le LABEX Archimède, ou encore le succès de votre établissement aux appels d'offres du programme d'investissement d'avenir, en particulier sur le niveau cursus universitaire, avec le succès de Nexus, et, puisqu'on est amené de parler CPR, et que vous ne manquerez pas de m'interroger sur ce projet-là, effectivement, une candidature donc, au titre du futur CPER intitulé Corpus Humanum, hein, si j'ai bien compris, c'est autour des outils numériques dans le domaine de la recherche, notamment. Donc tout ça est effectivement un infléchissement très, très marqué, très profond, qui va effectivement structurer, je pense, et qui structure déjà votre établissement, mais qui va plus encore le structurer dans les années à venir. Le numérique aujourd'hui, évidemment, est présent partout, aussi bien dans nos pratiques. Il est amené à les modifier, notamment nos pratiques d'enseignants, mais il est également très présent en recherche. On le voit au travers de CEPS, mais je laisserai ici monsieur le professeur Nino, évidemment, vous en parler bien que moi. Pour conclure mon propos et ne pas être très long, je vais quand même juste, puisque ça y est, l'annonce a été faite hier soir, rappeler ici un succès montpelliérain, c'est celui de l'ICIT Muse, porté par l'Université de Montpellier pour un consortium de 16 établissements aujourd'hui, qui a été donc labellisé pour 2 années de plus, et donc jusqu'en mars 2021, va pouvoir continuer à être financé dans les programmes d'investissement d'avenir. Évoquer Muse dans cette enceinte, ce n'est pas une provocation, parce que je pense, et là aussi, les mentalités évoluent beaucoup au sein de la sphère universitaire, que les succès de l'un font les succès de l'autre. Et que les succès que peuvent obtenir un établissement, finalement, rayonnent et sont bénéfiques à l'ensemble du site et de ces établissements qui les constituent. Et donc, je voudrais ici, effectivement, saluer ce succès, les financements qui sont dédiés, et je le pense très sincèrement, qui seront source de collaboration encore plus étroite entre les établissements d'enseignement supérieur de recherche à l'échelle du site Montpellier. En tout cas, le CPER est un outil pour appuyer ces démarches interétablissements de coopération. Voilà, je vous remercie bien évidemment de cette invitation. Donc, si j'ai bien compris, ça va être la dernière. Puisque CEPS se termine, mais pas la dernière d'une longue liste. J'espère, Monsieur le Président, qu'on sera amené à faire d'autres inaugurations de ces magnifiques locaux. Merci pour votre attention et encore merci et beau succès encore à la plateforme CEPS et à l'Université Paul Valéry de Montpellier. Merci. Infiniment, cher Christian, vous voyez à quel point il y a des synergies dans des sujets aussi complexes que, par exemple, les interventions non médicamenteuses. C'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'il y a 5 ans, quand on a commencé à dire qu'on allait travailler sur des interventions non médicamenteuses et que peut-être certains avaient regardé juste Internet de ce qu'étaient les interventions non médicamenteuses, on avait des mots compliqués de réflexologie, auriculothérapie, phytothérapie, etc., etc. Et on voit une nébuleuse absolument incroyable sur ce sujet, et on se disait, est-ce que vraiment on va pouvoir arriver à soutenir un projet dans la mesure où on était dans un laboratoire interdisciplinaire qui s'intéressait à la santé, et l'université Paul Valéry nous voyait arriver là sur ses collègues divers, à la fois des psychologues, des médecins, des sciences du sport, on était un petit peu divergents et différents, pour arriver à dire comment on peut arriver finalement à y voir plus clair sur cette nébuleuse, et en pensant que l'enjeu était d'arriver au-delà de ça, de ce dessin que je trouve absolument magnifique, sur lequel aujourd'hui, lorsque un patient est confronté à des solutions non pharmacologiques, il est dans une nébuleuse telle qu'il ne sait plus ce qu'il y aurait à faire, ce qu'il y aurait à prendre, à pas prendre, et il va évidemment être parfois manipulé, et dans un champ, et c'est important qu'on ait un financement de l'État, de la région et également de la métropole, autour d'une nébuleuse, parce qu'il n'y a aucune réglementation en France. Ce projet européen s'est terminé en 2012 et montre qu'en France, il n'y a absolument aucune réglementation. Vous avez des réglementations pour éventuellement louer un appareil pour monter des tuiles sur le toit, obligatoire. Vous avez une formation obligatoire pour monter des tuiles sur le toit lorsque vous allez à Kivutu. Par contre, lorsque vous avez un thérapeute manuel, parce que quand vous avez quelqu'un qui va faire de l'éducation thérapeutique, de la psychologie, ou des plantes, ou des compléments alimentaires, la réglementation, elle est souvent complètement absente. Et donc on se disait qu'il fallait avancer sur le sujet, dans la mesure où
la métropole de Montpellier l'a très bien compris, hein, mais nous sommes un territoire absolument incroyable avec des structures hospitalières, avec des structures de recherche clinique privées, avec des universités extrêmement fortes, des laboratoires extrêmement forts sur les interventions non pharmacologiques, d'un marché ici représenté. Vous voyez, l'estimation est absolument effarante, c'est-à-dire de 321 milliards d'euros à quasiment 3 000, ils ne savent plus l'estimer parce qu'on est entre le bien-être, entre la santé, entre les médecines complémentaires. Ce marché représente à la fois des emplois, représente à la fois de l'innovation, représente aussi de la traçabilité vis-à-vis des futurs usagers. Et finalement, ça a démarré que, paradoxalement, relativement récemment, puisque c'est ce document de la Haute Autorité de Santé de 2011 qui évoque le fait qu'il faut en passer par des évaluations rigoureuses de ces thérapeutiques non médicamenteuses. Et l'OMS a également fourni un énorme rapport qui a impliqué l'ensemble des ministres de la Santé pour dire qu'on doit travailler sur des données factuelles pour utiliser ces pratiques de façon bien plus évidente et bien plus pertinente. Et comme vous pouvez le voir, en 2018, même le ministère de la Santé a commencé à dire qu'il est temps de soutenir le développement et d'encourager l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Donc un ministère établisse une stratégie également sur les interventions non médicamenteuses était une évolution importante, mais la question c'est pas uniquement d'avoir l'intention de le faire, c'est comment le faire et pourquoi le faire. Et vous avez ici, dans le cadre du congrès qu'on organise à la plateforme depuis 2011, un des plus grands chercheurs au monde qui s'appelle Edzard Ernst qui disait « c'est pas qu'une question juste d'intérêt de quelques chercheurs pour vérifier si ça marche ou pas, c'est véritablement un enjeu de santé publique. » Et c'était quelque chose qui nous a dit et redit, nous avons là un enjeu de santé publique pour voir potentiellement les interactions avec des médicaments ou avec des chirurgies, et peut-être de voir que certaines stratégies vont potentialiser des traitements, ou au contraire, d'autres vont les ralentir, et lesquelles, dans quelles conditions, tout cet enjeu-là de la recherche est essentiel. Et on a invité un des polytechniciens très très connu, psychiatre, responsable d'une grande équipe INSERM qui s'appelle Bruno Falissard, qui dit que finalement, ce n'est pas un problème de méthodologie scientifique. Nous avons des méthodologies scientifiques, mais il faut potentiellement que les politiques, il faut également que les décideurs investissent dans le domaine de la recherche et qu'on puisse collaborer de façon importante dans la mesure où les méthodologies, elles existent. Et c'est parfois une question de volonté de ne pas le faire. Alors on a fait un travail avec les 120 collaborateurs un peu de partout. C'était compliqué, y compris en échangeant avec nos collègues du Canada, etc., pour se mettre d'accord sur ce mot. On ne trouvait pas très joli, qui était intervention non médicamenteuse, mais on n'a pas trouvé moins pire, ou on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Et donc on est resté sur ce mot en disant... On a trois grands secteurs à imaginer dans la santé, évidemment. D'abord, les thérapeutiques biomédicales sous autorisation de mise sur le marché. Là, on a des tuyaux, c'est très bien calibré, c'est très bien établi. On a les interventions non médicamenteuses qu'on va définir un peu plus précisément. Et puis, on a des interventions plus de santé publique, qui sont des interventions éducatives, sociales, culturelles. Les Amish, par exemple, ont 3% d'obèses. Donc, pour traiter l'obésité en France, qui est en train de monter de façon importante, notamment chez les jeunes filles, on n'a qu'à tous vivre comme des Amish. C'est un mode de vie particulier, donc évidemment, ce n'est pas la bonne formule pour arriver à avancer. Et de la même façon, un certain nombre de chercheurs viennent voir notamment les décideurs politiques en disant vous devriez faire du nudge et vous devriez mettre des tapis, je ne vous ai pas montré de photos, je vous ai épargné ça, mais des tapis qui font de la musique sur les escaliers. Si on monte l'escalier en faisant de la musique, vous verrez, les gens feront évidemment beaucoup d'activités physiques. Et on peut prendre plein d'expérimentations, et c'était l'enjeu de dire on doit en passer par des recherches un petit peu plus sérieuses et rigoureuses, comme l'a fait l'industrie du médicament et comme l'a fait la recherche médicamenteuse dans les années 80, dire on va faire des essais cliniques un petit peu plus précis, rigoureux, pour voir si effectivement c'est efficace, si ça marche, dans quelles conditions, et on va cibler les populations. Peut-être que des innovations fonctionnent, mais elles ne fonctionnent pas chez toutes les populations, chez tous les malades. Peut-être qu'il faut les combiner dans certains cas de figure. Parfois, il faut les optimiser et surtout enlever, entre guillemets, et informer l'usager et les professionnels de pratiques qui sont dangereuses et potentiellement sectaires, et d'autres qui sont uniquement que des pratiques, on va dire, culturelles.
Donc tout l'enjeu était, et vraiment en 2011, quand on a démarré en disant on va faire, y compris dans les sciences humaines et de la santé, de la recherche clinique, ce qui s'appelait des études interventionnelles. Je reconnais quelques doctorants ici passés dans nos universités en disant faire de la recherche clinique, c'est vraiment de la recherche appliquée, c'était pas forcément très très noble, et on était très intéressés par les modèles mécanistiques, en gros la science des problèmes, oui, mais pas tellement la science des solutions. Et là, on a tout fait pour développer avec un certain nombre de personnes à l'international cette recherche sur les sciences des solutions et pas uniquement sur la science des problèmes à travers des essais cliniques, à travers des études comparatives de population, pour arriver à quelque chose d'aussi simpliste que ça. Bah, finalement, d'un côté, il y a, oui, des médecines alternatives qui sont des nébuleuses, qui sont potentiellement irrationnelles, paranormales, intuitives, quasi impossibles à répliquer, et il y a d'autres solutions qui sont réplicables, fondées sur la science et qui peuvent progresser avec une démarche de qualité et qui pourraient permettre finalement à repérer des professionnels, à former des professionnels en formation initiale et en formation continue. Ça a été tout l'enjeu. Et pour être très 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 concret, parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures, il y a plein d'amalgames dans la littérature entre des disciplines. Oui, mais on ne peut pas évaluer une discipline, on ne peut pas évaluer une approche, par exemple. La psychothérapie, ça ne veut rien dire. L'homéopathie, ça ne veut rien dire. Une discipline en tant que telle, la biologie ou le médicament, est-ce que c'est efficace ou pas? Ça n'a pas de sens. Et on a voulu descendre à un niveau des méthodes. Donc ici, les interventions non médicamenteuses, c'est un exemple, hein, mais le Mindfulness-Based Stress Reduction de Kabat-Zinn, c'est une méthode de réduction du stress avec un nombre de séances, avec une théorie, avec des indications spécifiques, des formations spécifiques. Et là, on est bien à un niveau d'une intervention non médicamenteuse. Et ce n'est pas non plus une technique, la méditation n'est pas une intervention non médicamenteuse, et encore moins des techniques ou des outils spécifiques pour la méditation. Et donc tout l'enjeu avec les collègues, avec les étudiants, et j'insiste également auprès de Jean-Michel Gantoux, parce que c'était pas forcément facile, et je le remercie, je remercie l'Université Paul Valéry de nous avoir accordé ça, de dire que la plateforme CEPS, c'est pas qu'un laboratoire avec des chercheurs et avec des étudiants. On a voulu absolument que des praticiens soient là. On a voulu que des patients soient également avec nous. On a voulu que des décideurs soient là. Il y a notamment un ancien directeur de l'assurance maladie qui est avec nous. L'idée d'avoir ce regard multi-axial et pas uniquement interdisciplinaire si on n'était que dans la science, permet aussi de voir différemment les objets et de voir comment on peut les faire avancer. Donc on a pu décrire plus précisément une classification qui est une version 3 de la classification des interventions non médicamenteuses avec des catégories et des sous-catégories. Et on a pris le risque d'aller faire notre congrès au départ au Quorum de Montpellier, et puis chaque année on l'a développé. On est allé une fois à Montréal, donc merci encore Kim et Simon pour cette collaboration en 2016 avec Montréal, et on a continué et on va continuer. On va aller quand même désormais hélas à la capitale de la région qui s'appelle Toulouse, donc l'année prochaine, pour leur dire aussi que pourquoi hélas, non, je vais pas aller plus loin. Et on voudra aller ensuite donc, à Paris. On est en train de préparer Paris en 2021, ensuite Bruxelles, parce que je n'ai pas le temps de vous dire à quel point l'Europe a encore beaucoup de choses à progresser sur les interventions non médicamenteuses. Donc nous avions développé et inauguré effectivement, comme l'a rappelé Christian, Montréal l'année dernière, grâce au groupe ISIA et un marché qui avait permis de développer ce méta-moteur de recherche. Pour le dire très clairement, ce méta-moteur de recherche synthétise non seulement la meilleure étude publiée sur une INM, mais associée à sa déclaration, donc ce qui est un travail absolument considérable, notamment dans la question des sciences ouvertes qui sont en train d'arriver, et surtout pour ce genre d'optique et ce genre de résultats qu'on appelle des méta-analyses, sur lesquelles on a ainsi un cumul d'études qui peuvent montrer à quel point, ici par exemple, un programme d'activité physique adaptée peut réduire de façon significative le nombre de chutes et de fractures chez les personnes âgées. En revanche, on voit que le conseil médical minimal à des fumeurs sur cette étude-là, lorsqu'on fait la moyenne de ces études, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de modification du tabagisme chez les fumeurs parce que cette méthode n'est pas suffisante pour plein de raisons. Donc ces méta-analyses étaient un élément central et elles se développent de façon très significative. Et donc nous inaugurons aujourd'hui deux systèmes. Un système qui s'appelle NIRI. Pour le faire court,
c'est un annuaire international des chercheurs qui s'intéressent aux interventions non médicamenteuses dans le monde, mais c'est également un annuaire des organismes. Beaucoup d'entreprises, et notamment évidemment du BIC, vont venir chercher des experts du domaine en disant je suis expert en phytothérapie ou je suis expert en jeux vidéo pour la santé, qu'on appelle les serious games. Eh bien, il faut trouver le bon laboratoire et le bon interlocuteur pour faire de bonnes recherches. Et effectivement, il nous manquait, après Montréal, un annuaire qui permette à tous les acteurs de l'écosystème de pouvoir trouver les bons chercheurs, non pas sur la déclaration qu'ils sont de bons chercheurs, ou leur photo, ou leur LinkedIn, mais surtout à travers leur publication. Et donc, NIRI, qui a été développé par le groupe ISIA, permet, et je vous remercie puisqu'il est ici présent, mais Loïc Rivière pour tout le travail que ça a donné à ce développement qui a été considérable, d'obtenir pour toute personne les bons chercheurs sur le système. Donc vous le verrez fonctionner, il est ici tout à l'heure, mais tout simplement, donc vous faites une requête soit d'individus, soit d'organismes, et vous avez ainsi une cartographie des chercheurs, donc ça démarre depuis aujourd'hui. Voici le premier chercheur qui s'est inscrit, et également des organismes de recherche. Organismes de recherche, ça peut être des laboratoires, mais ça peut être également des établissements hospitaliers qui font de la recherche clinique sur le sujet. Donc c'est un système qui nous a pris 3 ans à réfléchir, concevoir, et ensuite, évidemment, c'est une entreprise qui l'a réalisé, et il est installé à la direction des services informatiques de l'Université Paul Valéry, et il est géré, ce système, par l'Université Paul Valéry, en termes informatiques du terme. Il est gratuit, ouvert, etc. etc. Le deuxième système, je pense que ça a été dit, mais c'est un élément central. Il y a une évolution, une révolution qui se propose dans les années qui viennent autour de la publication scientifique. Et on trouvait absolument absurde à la plateforme que autant de thèses de sciences s'intéressant aux interventions non médicamenteuses, autant de masters d'étudiants, autant de thèses de médecine, de thèses de pharmacie, une fois qu'elles ont été faites, finalement, elles calent des armoires, elles ne servent plus à personne. Et il y a un certain nombre de rapports de recherche qui ne sont pas publiés, il y a certains diaporamas non plus qui ne sont pas accessibles. Et donc dans la philosophie qui a été évoquée par Jean-Michel Ganteau, l'idée d'avoir une science ouverte, on pensait indispensable de créer un système qui permette de collecter volontairement, gratuitement et en accès libre et multilingue, quelle que soit la langue, avec un résumé en anglais, les thèses de toutes ces sciences qui s'intéressent aux interventions non médicamenteuses. Et donc il y a eu un autre marché, et donc un Tactile Design a remporté le marché. Donc Irène Artaud, ici présent, merci, mais je tiens aussi à remercier de la même façon Thomas Payot qui a été un ingénieur ingénieux et réactif pour permettre de livrer à temps ce système, qui est également accessible en ligne. Et donc ce système permet non seulement évidemment d'enregistrer des documents, mais de la même façon de les consulter. Et ça a été un travail avec les collègues de la plateforme pour arriver à ce que ce système voit le jour. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des requêtes à faire en fonction de vos thématiques. Vous pouvez faire des requêtes par langue, vous pouvez faire des requêtes par intervention non médicamenteuse, vous pouvez faire des requêtes également par population, vous pouvez faire des requêtes par contenu, et vous allez avoir une production comme ça de tout ce que les personnes vont pouvoir mettre en ligne. Nous aurons une administration de ce système, mais vu avec Thomas Payot, on s'est dit qu'on allait plutôt le faire ouvert, en peut-être ayant quelques risques de personnes qui allaient poser des choses un peu ésotériques, et sur lesquelles on aurait une administration par le cadre de la plateforme SELF. Donc on espère, et je ferai ma conclusion là-dessus, avoir aussi un soutien pour faire fonctionner les systèmes qu'on a pu mettre en œuvre grâce au contrat de plan interrégion. Donc voilà, donc, une personne ici peut, vous voyez, soumettre avec, mettant son mail, son document, son PhD, son master, son report, son diaporama, avec un résumé, il sera intégré directement dans la plateforme. Je veux dire que cette plateforme a permis également de soutenir à travers ces systèmes, puisque c'était aussi l'objectif d'un contrat de plan État-région depuis 2015, de dire qu'il n'y a pas qu'un financement de l'État, de la région et de la métropole, mais on devait également aller chercher des cofinancements.
et on a obtenu un gros financement de l'Institut national de recherche sur le cancer qui nous a permis de développer un complément à Montréal dédié au cancer, sur lequel, là encore, ça s'appelle INM Cancer, vous pourrez aller voir et consulter directement. C'est beaucoup plus light qu'au Montréal et ça permet de cerner strictement que les études qui s'intéressent à la prévention et aux soins des cancers. Et ce qu'on s'est rendu compte, parce que ça a été une longue bataille, notamment pour ce méta-moteur de recherche, de combiner des bases de données dont l'université paye des sommes absolument considérables à ces systèmes, et de s'apercevoir que Google Scholar est fermé, que Elsevier est fermé, et qu'on ne peut pas avoir accès. Je crois que ça nous a motivés à dire à quel point, si on veut avoir une Europe de la science, l'étape suivante, en tout cas, de la plateforme CEPS, c'est bien de donner accès non seulement à nos concitoyens français, mais peut-être aussi européens, et que les ouvertures qu'on n'a pas réussi à la fois à Elsevier, dans les grosses bases de données santé qui s'appellent Embase, mais également Google Scholar et un certain nombre de bases de données dont Montréal pourrait se servir pour être plus exhaustif, on sent bien qu'il faudra aussi qu'on s'appuie sur vous, les autorités publiques, pour arriver peut-être à juste nous donner accès à ce que les chercheurs aient juste accès au résumé de ces études. Vraiment, on s'est rendu compte que ce n'était pas gagné. Et on s'est dit que parce qu'on était dans une philosophie d'une plateforme collaborative, on tient vraiment à ce mot-là, et participatif, personne n'est impliqué autrement que par du bénévolat dans cette plateforme. C'est l'idée que peut-être que les collègues du monde entier pourraient aussi nous aider à identifier les bonnes études. Et donc on a pas mal discuté avec nos collègues canadiens en disant comment on pourrait faire pour potentiellement améliorer l'information sur les études qui nous manquent, parce que pour plein de raisons, elles ont été fermées par un éditeur, pour au moins avoir l'information, et donc on en parlera et on en reparlera. Et dans le cadre toujours de ce plan État-région, puisqu'on n'aura pas l'occasion de refaire notre événement, mais je tiens à vous le dire, mais on a également développé un système qui était pour l'instant statique et qui devient un système numérique, donc de cette classification des interventions non médicamenteuses. On nous demande un peu partout, mais quelles sont les interventions non médicamenteuses, quelles sont celles qui sont efficaces ou pas. On n'est qu'au début de la recherche, le but est d'identifier toutes les études pertinentes sur le sujet. Donc on a lancé cette classification, cet inventaire, et là encore on fera appel à un certain nombre d'étudiants et à la fois de collègues pour identifier plus précisément les interventions non médicamenteuses. Donc voilà, la plateforme CEPS, de 2015 à 2020, c'est très important, du 31 décembre 2020, fonctionnera autour de ces 6 outils finalement, à la fois le congrès, à la fois Montréal, à la fois la classification, à la fois Nicher, NIRI et les réflexions qu'on a méthodologiques. Mais comme on est un peu motivé à ce que les choses changent, et on sent bien que beaucoup de choses sont en train de changer, on a fait cet appel de Montpellier en 2019, qui est en ligne, appel tiré de Montpellier, en disant aux autorités, à la fois au ministère, à la fois au Premier ministre, à la fois à l'Europe, finalement, faites attention, vous avez là un point d'intérêt pour peut-être des soins complémentaires, pour des actions de prévention qui ne sont pas uniquement que des actions d'information, même si on peut reconnaître que l'information santé c'est important, mais comment on fait changer des comportements et quelles solutions sont meilleures que d'autres. Voilà, on a fait cet appel-là, il est libre, vous pouvez aller peut-être y proposer pas mal de choses, et lors du congrès à Toulouse, on aura l'occasion d'en rediscuter. On a invité quelques députés à discuter avec nous de ce sujet, quelques sénateurs à discuter de ce sujet. Je voudrais vraiment, je suis très ému quand je le dis, mais vraiment remercier un certain nombre d'étudiants, un certain nombre de personnes qui sont venues, qui ont donné des coups de main dans plein d'endroits. C'est vrai que cette plateforme, vous pourrez la visiter tout à l'heure, il y a quelques mètres carrés, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui nous ont soutenus, aidés dans des moments où c'était pas forcément très simple, et c'est pour moi l'occasion de les remercier infiniment. Et merci beaucoup d'être venus ici.